Bienvenue dans ce nouveau tuto Python. Il est maintenant temps de s'intéresser au concept de variable. Nous allons donc essayer de voir qu'est-ce qu'une variable, à quoi ça sert et comment ça se met en œuvre au niveau de notre langage de programmation. Donc pour ce faire, je vous invite à reprendre notre atelier de développement, donc PyCharm, et nous allons commencer déjà par mettre en œuvre nos premières variables au sein de la console Python dans l'interpréteur interactif. Alors une variable, c'est quoi? Une variable, en gros, c'est une donnée que vous avez en mémoire dans votre environnement d'exécution. Sauf qu'un programme, normalement, manipule un ensemble de données. Il peut y en avoir beaucoup, tout dépend de la complexité de votre programme. Pour que vous puissiez vous en sortir et pour que vous puissiez rapidement et facilement accéder à une donnée ou à une autre, plutôt que de mémoriser le numéro de la case mémoire dans laquelle la donnée est présente, on va plutôt lui associer un nom logique, un nom simple, qui nous permettra de nommer cette donnée et de la retrouver à tout moment. Par exemple, dans les manipulations précédentes, on avait souvent utilisé une variable counter. Ici, je déclare donc une variable, elle a ce nom-là, counter, et elle vaut actuellement la valeur 10. Si plus tard j'essaye de réafficher la valeur de ma variable, on est bien d'accord, on récupère la valeur 10. Une variable, comme son nom l'indique, elle peut varier. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que votre programme va avancer, la variable peut recevoir des nouveaux états, des nouvelles valeurs. Regardez, par exemple, ici, à un moment donné, je peux décider de changer mon compteur, et maintenant, il vaut 5. On peut aussi dire, par exemple, counter égale counter plus 1. Si actuellement il valait 5, lorsque je vais incrémenter mon compteur avec une valeur supplémentaire, normalement, il devrait valoir 6. Regardez, je fais un print de counter. Effectivement, j'ai bien maintenant la valeur 6 qui est stockée dans ma variable. Alors à noter, ici nous on utilise PyCharm, on a notre interpréteur en mode interactif qui est accessible à partir d'ici, mais notez que l'outil vous propose un panneau supplémentaire. Regardez, en cliquant là sur les petites lunettes, je peux voir les variables qui sont manipulées à l'heure actuelle dans mon interpréteur interactif. Ce panneau, il s'appelle Show Variables, donc c'était évident. Donc vous voyez, on a bien une variable, et elle vaut bien la valeur 6. Alors, à partir de là, il y a des règles. Le but du jeu, quand vous allez coder un programme plus ou moins complexe, ça va être de pouvoir facilement le faire évoluer, le mettre à jour, quand il va y avoir des changements. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est que les noms des variables soient parlants. Essayez d'éviter la variable A ou la variable B, avec des valeurs quelconques. Parce que si à un moment donné, je vous dis à quoi correspond T, ça ne va pas être évident de répondre à cette question-là. Et donc en termes de maintenabilité, en termes de facilité à faire évoluer votre programme, si les noms de vos variables ne vous parlent pas, ça ne va pas être une bonne façon de faire. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne de suite à quoi correspond le nom de la variable. Imaginons, j'ai une variable qui s'appelle firstName. Elle vaut Toto. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Ma variable, elle contient un prénom, firstName. Alors vous pourriez me dire, oui, pourquoi je ne mets pas les noms des variables en français? Alors vous pouvez, dans les faits, il n'y aurait pas de souci, vous pourriez nommer vos variables avec, en vérité, n'importe quelle lettre. Donc si vous avez mis prénom égale Jean, regardez, ça fonctionne. J'ai bien une variable qui s'appelle prénom, une autre qui s'appelle A, une autre qui s'appelle B, un counter et un firstName. Pour autant, je ne vous le recommande pas forcément. Alors pourquoi? Tout dépend du type de programme, bien entendu. C'est clair que si vous faites un programme pour vous entraîner, vous êtes le seul à manipuler ce programme-là, que vous ayez nommé vos variables en français, ça ne gênera personne. Mais après, quand vous allez passer dans un environnement plus professionnel, si vous êtes dans une entreprise qui fait intervenir des gens de différentes nationalités sur le programme, c'est souvent le cas des multinationales, si on cite des sociétés comme Microsoft, Google ou d'autres, il y a effectivement des gens de différentes nationalités qui peuvent être amenés à travailler sur ces programmes-là. Pour que le programme parle un petit peu à tout le monde,
En informatique, la langue universelle, c'est quand même un petit peu l'anglais. Et donc, si vous avez opté pour des noms anglais, il y a plus de chances que ça parle à tout le monde. Voilà. Vous prenez des Japonais, des Chinois, des Finlandais, des Anglais, des Américains. Prénom, ça ne va pas trop leur indiquer grand-chose, hein. Par contre, first name, ça parlera à tout le monde. Il y a un autre petit truc là sur lequel j'aimerais apporter mon attention. Ici, j'ai créé une variable avec un accent. C'est tout bête, mais tous les claviers ne permettent pas d'avoir des caractères accentués. Je pense notamment au clavier QWERTY. Donc toujours pareil, si vous avez un Américain qui essaye de modifier votre programme, si dans votre programme vous avez écrit en français, déjà ça va l'embêter, mais si en plus de ça, excusez-moi, vous mettez des caractères qui sont difficilement atteignables à partir de leur clavier, ces développeurs-là, ils risquent de vous en vouloir. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris l'habitude de toujours marquer mes noms de variables en anglais sans utiliser de caractères particuliers. D'accord, ça permet de garantir que voilà, n'importe qui pourra reprendre ce code-là, le comprendre et le faire évoluer vu qu'on a utilisé une langue plus internationale entre guillemets. Dans les faits, Python, il permettrait de mettre n'importe quelle lettre comme nom de variable. Regardez, je vais faire une chose qui n'est pas très très malin, mais c'est juste pour la démonstration. Je vais aller sur un site, je me trompe d'URL, mais qui s'appelle unicode-table.com. Donc ça affiche la table des caractères internationaux. Et donc, il y a beaucoup de caractères dans cette table Unicode. Regardez, je descends un petit peu, là j'en ai déjà quelques-uns. Je continue à zoomer, je descends un petit peu plus bas, et vous voyez, on a des caractères divers et variés. Ici, vous avez la zone géographique sur lesquelles ces caractères sont couramment utilisés. Regardez, je descends un petit peu plus bas, et là j'arrive dans la plage des caractères grecs, pourquoi pas. Et là, tiens, on a le caractère pi. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu matheux ou pas, mais souvent on a la constante pi. Pourquoi pas, on pourrait envisager ici de déclarer une variable qui s'appellerait pi. Alors vous avez vu, je ne peux pas l'atteindre à partir de mon clavier, ce caractère-là. Donc pour le choper, je suis passé par le site unicode-table. J'ai fait un CTRL-C, ça a copié mon caractère et ici je viens de le poser. Et là regardez, je dis que cette variable, elle vaut, pourquoi pas, la valeur de pi. Bon, c'est clair, si je fais un print et que je repose en faisant CTRL-V à partir du presse-papier le caractère que je venais de récupérer, on s'aperçoit que ça marche. D'accord? Mais bon, c'est difficile d'avoir ces caractères-là. Vous avez vu, il a fallu que je triche un petit peu. Il a fallu que j'aille le copier-coller ici. Et encore, je savais à peu près où il fallait que j'aille le chercher. Mais si maintenant vous mettez des caractères qui sont sur des plages un peu particulières, ça va embêter les gens. Donc, conseil que je vous donne, toujours utiliser des lettres basiques, d'accord, sans accent, lettres alphabétiques ASCII, on va dire, et toujours nommer vos variables plutôt en anglais parce que les noms français, par exemple, pourraient poser un certain nombre de soucis à d'autres personnes. Malgré ces conventions, dans les faits, vous auriez pu opter pour n'importe quelle lettre de n'importe quel alphabet. Bon, maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair sur ces choses-là, il faut aussi savoir qu'il y a une autre convention importante pour nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en ai parlé dans le tuto précédent, mais on a la fameuse PEP8. Donc pour rappel, la PEP8, on en avait un petit peu parlé, mais c'est un document qui vous donne les bonnes conventions sur le codage au niveau du langage Python. Et donc vous avez ici tout un ensemble de règles. Ils ont été écrits par le père du langage, notamment, il y a d'autres personnes qui ont participé, mais monsieur Guido van Rossum, c'est le père de Python. Et donc du coup, ils ont donné tout un ensemble de règles qu'on vous demande, tant que possible, de respecter. Regardez, je vais ici sur les règles relatives aux noms. J'ai notamment une entrée, bon vous avez vu, il y a plein de choses, mais j'ai notamment une entrée ici pour les fonctions et les noms de variables. Bon, il faut savoir qu'il y a des règles. D'accord, si on regarde ici ce qui nous est dit, une fonction, d'accord, doit avoir un nom qui est écrit en minuscule. Normalement, s'il y a plusieurs mots qui constituent le nom de votre fonction, ils devraient être séparés par des underscores. Alors vous notez ici, c'est ce que j'avais fait.
first name. Mon nom de variable est écrit exclusivement en minuscule, j'ai donc bien respecté la PEP8. J'avais deux mots, j'ai mis un caractère underscore pour aider à une meilleure lisibilité. Si vous ne faites pas ça, des fois c'est un petit peu difficile de savoir quand ça débute et quand ça s'arrête. Regardez, si je fais ça, excusez-moi, je me suis mal... Bon, là, vous avez une variable. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Dans ma tête, moi, c'était can I use. Puis-je utiliser? Pourquoi pas? Il y a un site du même nom qui existe. J'avais pris mon inspiration de ce site pour ceux qui le connaissent. Mais en gros, voilà, j'avais trois mots. Et le problème, c'est qu'au milieu, j'avais un des mots qui était lui-même une voyelle. Donc du coup, avec tout ça, là, on avait du mal à comprendre la cohérence du nom de cette variable. Bon, si vous mettez des underscores, je pense que là, il n'y a plus de doute possible. C'est can I use, puis-je utiliser? Oui ou non. Dans ce cas-là, vous mettez une valeur booléenne, imagine. Donc, c'est important aussi de respecter ces règles-là, d'accord? Et en gros, nous, on a la chance d'utiliser un outil qui s'appelle PyCharm. Et donc, si jamais vous essayez de coder un programme, un script, ce programme va pouvoir vous assister et vérifier un certain nombre de choses. Regardez, je reprends la définition ici qui était là. On vous dit un nom de fonction, c'est en minuscule avec des underscores pour séparer les noms. J'avais peut-être oublié de vous dire ça aussi, mais pour les noms des variables, ça suit exactement la même convention. D'accord? Regardez, je vais jouer sur ces deux choses-là. Ici, je définis une fonction, on verra ça plus tard. Si vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une fonction, ce n'est pas très très grave. D'accord? Et là, je fais counter, voilà, égale 10. Bon, si vous regardez mon programme, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas trop de problème, et en tout cas, il ne me signale pas forcément de problème en surlignant des parties dans mon code. Par contre, si ici je commence à dire que ma fonction elle s'appelle do something, et si ça s'appelle super counter, voilà, et puis pourquoi pas, on peut imaginer ici que je cherche à afficher la valeur de mon super counter. Vous aurez constaté que là, l'outil commence un petit peu à m'engueuler, il me crie un petit peu dessus. Alors c'est pas violent comme problème, c'est pas une erreur de syntaxe. Regardez, là, je fais exprès de faire une grosse bêtise. Ça, c'est assez violent. Ça, c'est une erreur de syntaxe. Mon programme ne peut pas s'exécuter. D'accord? Avec une erreur, là, je ne pourrai pas démarrer mon programme. Donc, en rouge, ce sont des erreurs. Là, on est plutôt sur des warnings. D'accord? Il vous le dit ici. Il vous dit il y a deux avertissements. D'accord? Des warnings. Et ces warnings, regardez, je mets la souris dessus, ils sont en lien avec justement cette fameuse PEP8. Là, il me dit qu'un nom de fonction ne doit pas normalement être constitué de lettres majuscules. D'accord? C'est pareil à ce niveau-là, au niveau du nom de ma variable. Bon, c'est pareil, il me dit, c'est pas très malin ce que j'ai fait. Normalement, ma variable aurait dû être capitalisée en minuscule, il n'y aurait pas dû y avoir le C majuscule. Par contre, notez, sur les séparation de mots, là l'outil vous dira rien. Regardez ici, j'ai fait super counter. Bon, bien entendu, je mets super counter à ce niveau-là. Là, il n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre qu'il y a deux mots. Donc là, il ne vous donne pas d'indication. Là, c'est à vous de savoir que logiquement, vous auriez dû plutôt nommer la variable de cette manière-là. Et pareil pour la fonction ici. Une fonction devrait suivre exactement les mêmes règles. Et là, regardez, ici, il n'y a plus de problème de nom. Là, il n'y a plus de problème de nom non plus. Et donc, tout va mieux. Regardez, ici, j'ai la coche verte qui me dit qu'il n'y a aucun problème à rapporter sur ces quelques lignes de code que j'ai tapées. Donc, en petite synthèse, vous allez devoir créer des variables. Vos variables vont vous permettre de stocker des données. D'accord? Ces variables, premièrement, vous pouvez les nommer avec n'importe quelle lettre et vous pouvez mettre aussi des caractères comme le underscore ou même des chiffres. Vous pourriez avoir une variable qui s'appelle Toto06. Voilà. Et qui vaudrait hello, pourquoi pas? Ça marcherait. D'accord? Donc, on a droit à un certain nombre de caractères. Pour autant, il y a des conventions qu'on vous demande d'essayer de respecter. Donc, premièrement, il y a les conventions que l'outil va vérifier. On vient de les voir. C'est les conventions relatives à la PEP8. D'accord? C'est le style de codage Python. Donc, on vous demande, pour vos variables en tout cas, de ne pas utiliser de majuscules. Et rajouter aussi les petites conventions que moi je vous ai données. Essayez d'éviter de nommer des variables en français.
c'est pas bien dans le cadre d'une application qui serait maintenue par d'autres personnes que vous et qui ne seraient pas forcément familiarisées avec le français. Et évitez aussi tant que possible les caractères non latins, d'accord, qui sont inaccessibles à partir de la majorité des claviers au travers du monde. Donc mettez simplement des lettres en minuscules, en majuscules, en fonction des choses qu'on va nommer et des possibilités qu'on nous confère, mais évitez une variable par exemple comme prénom avec un accent ou comme le pi avec une lettre grecque, ça c'est pas une bonne idée. Donc ça c'est nos conventions. J'en rajouterai une dernière. C'est certainement la règle la plus importante dans toute l'équation, et celle-là, il faudra vraiment la respecter. Si vous voulez qu'on puisse comprendre votre programme, il faut que les noms des variables soient correctement nommés, et qu'à la simple lecture du nom de la variable, on ait compris ce qu'on est en train de manipuler. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire déjà par rapport à tout ça. Alors après, il faut savoir que par rapport à ces variables, il y a un autre concept qui est très important. Regardez, je vais reprendre un programme que je fais souvent. On va imaginer, on demande une saisie à partir du clavier. On avait déjà vu, pour saisir quelque chose à partir du clavier, on utilise la fonction input. Ici, on met un petit message, veuillez saisir votre prénom. Pourquoi pas? Bon, là, je mets des chaînes en français. Hein. Pourquoi pas? Je vais faire la même chose pour le last name. Et je vais donc demander à saisir un nom de famille. Pourquoi pas? Bon, à partir de là, la question que je peux me poser, c'est est-ce que j'ai droit de faire, pourquoi pas, un full message, voilà, qui est égal à hello, auquel je concaténerai mon first name, plus, pourquoi pas, un petit espace de séparation, puis, pourquoi pas, le last name. Imaginons que je veuille faire ça. Et puis ici, pourquoi pas, je finis par faire un affichage de mon message total. La question, c'est est-ce que j'ai droit d'écrire ce genre de choses-là? Alors, le plus, normalement, ça permet de faire une concaténation. D'accord? Ça permet d'ajouter des chaînes de caractères ensemble. Donc, hello, il n'y a aucun problème. Ça, c'est bien une chaîne de caractères. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer avec first name? Bon, regardez, si vous avez le moindre doute, le mieux peut-être c'est carrément d'essayer d'exécuter le programme. Je vais taper ici Jason, pourquoi pas. Voilà, son nom de famille c'est Bourne, j'aime bien les agents secrets. Et donc ici, il nous dit hello. Impeccable. Pourquoi ça a marché? Parce qu'en vérité, mes deux variables là, elles étaient bien d'un type compatible avec ce que j'attendais. D'accord? Si ici je fais un print de first name et qu'en vérité, je cherche à en afficher son type à ce niveau-là, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Regardez, je retape quelque chose. Bon, il me dit bien qu'a priori, la chose que j'ai saisie dans first name, son type, sa nature, si vous voulez, actuellement, c'est une chaîne de caractères. Donc, comme j'ai une chaîne de caractères et comme je fais un plus ici avec une autre chaîne de caractères, on est bien d'accord, on fait une concaténation, donc je suis bien en train de générer mon message final qui va contenir toutes les portions de chaînes que j'ai définies ici, et donc hello Jason Bourne. Mais maintenant, regardez, je commente ce bloc-là, on avait vu comment commenter dans le tuto précédent. Donc je vous rappelle, c'est avec la touche CTRL et le slash qu'on a au niveau du pavé numérique. D'accord, donc je viens de commenter. Et à la place, je refais quelque chose qui ressemble presque à ce programme-là, mais j'imagine que je veux saisir un premier entier A. Veuillez saisir un entier. Allez, une valeur entière. Ici, je refais la même chose avec un B. On imagine que je veuille calculer un résultat, et pourquoi pas, je fais A plus B. C'est vrai qu'à la simple lecture de ce truc-là, on a l'impression de comprendre à peu près ce qui se passe. Je saisis un entier qui va être stocké dans une variable que j'ai appelée A, je saisis un autre entier que j'ai stocké dans une variable que j'ai appelée B, et je calcule un résultat, ou un résulte, voilà, ce sera plus joli. Excusez-moi, là j'ai fait une bêtise.
Voilà, comme je parle en même temps, je ne suis pas bien concentré. Mais donc je cherche à printer ce résultat-là. Donc on se dit, si je tape 3 et 7, pourquoi pas, ça devrait m'afficher 10. Là, on peut avoir une sacrée déconvenue. Regardez, je refais ma manip, 3, 7. Dans tous les cas, ça ne fait pas 10. Pourquoi ça fait 37 ? Parce qu'on a exactement la même problématique que ce qu'on avait là. La question, c'est qu'est-ce que renvoie input ? Input, ça renvoie quoi ? Et du coup, en fonction de ce que c'est, qu'est-ce que fera le plus ? Là, on s'aperçoit que c'était pas gagné, cette histoire-là. Input, en vérité, ça vous renvoie une chaîne de caractères. Regardez, je fais un help sur la fonction input. Il me dit bien ici que ça va lire une chaîne de caractères. Et donc, effectivement, vos variables peuvent être de type divers et variés. Regardez, je fais autre chose. Je fais counter égale 10. Je demande le type de counter. Là, j'ai bien une variable, cette fois-ci numérique. Donc là, si je l'ajoute avec une autre variable numérique, on fera une addition, et non plus une concaténation. Donc il est important de contrôler des fois un petit peu les types de données que vous allez manipuler. Il faut quand même avoir les idées claires sur quelle est la nature de la chose que va contenir votre variable. En sachant qu'une variable peut contenir à différents moments des choses de nature diverses et variées. Ici, ma variable, elle contient quoi ? Elle contient la chaîne hello, donc une chaîne de caractères. Je m'en assure, regardez, je fais un type de var, ça contient pour le moment une chaîne de caractères. Mais rien ne m'empêche 3 lignes plus loin de faire un var égale 33. Du coup, qu'est-ce que maintenant j'ai dans ma variable ? J'ai une donnée entière. Regardez, je continue, maintenant c'est 33.3. Qu'est-ce que j'ai dans ma variable ? Maintenant, c'est une valeur flottante. Donc une variable, comme elle peut varier tout au long de sa durée de vie, elle va pouvoir avoir des valeurs différentes et donc, quelque part, pourquoi pas des types différents. Faut-il toujours savoir qu'est-ce qu'on a dans notre variable ? Alors notez que là, l'outil que je vous montrais tout à l'heure, qui vous permet de voir les variables existantes dans votre environnement ici, vous aviez vu tout à l'heure, ici on avait la variable, on avait la valeur, mais vous aviez peut-être percuté que ici vous aviez une information complémentaire. Justement, c'est le type de la variable. C'est cette information de type, de nature de la variable qui vous est affichée à ce niveau-là. Et après, vous avez plein de possibilités pour, comment pourrais-je dire, adapter vos types, pour les convertir. Par exemple, ici, je demande à saisir une valeur entière. Très bien. Mais on a vu la fonction input, le problème c'est qu'elle me renvoie une donnée qui sera définie en tant que chaîne de caractères. Si je la stocke telle qu'elle dans ma variable, j'ai donc une chaîne de caractères. Maintenant, si je demande à convertir cette donnée vers le type qui m'intéresse, à savoir pourquoi pas le type entier, là, A maintenant ça va être un int. B, ça reste en l'état une chaîne de caractères. Si je fais A plus B, c'est vrai que là, du coup, je peux me poser la question de qu'est-ce qu'il va faire, le programme. Regardez, je vous fais voir le résultat. On va taper 3, on va taper 7. Là, ça se crache. Il vous dit qu'il ne sait pas utiliser l'opérateur plus entre quelque chose qui est un entier et autre chose qui est une chaîne de caractères. Donc là, en l'état, ça ne marche pas. Mais maintenant, si je convertis tout le monde en entier, là, par contre, il n'y a pas de souci. J'ai bien un numérique entier, un autre numérique entier, donc je peux ajouter ces deux entiers et calculer mon résultat. On vérifie. 3, 7. Effectivement, on a bien la valeur 10. Parfait pour ça. Donc, il y a bien cette information de type qu'il faut avoir en tête quand vous manipulez une variable. Et à partir de là, depuis Python 3, c'est arrivé un petit peu tard dans le langage, mais maintenant ça fait quelques années malgré tout. Donc depuis Python 3, vous pouvez donner une information de typage quand vous déclarez votre variable. L'idée, ce serait d'indiquer à la personne ce qu'il va recevoir. D'accord ? Comme ça, quand vous allez relire le programme, vous allez un petit peu mieux comprendre de quoi il en retourne. Regardez, je vous fais d'abord quelques exemples ici. J'aurais pu dire que je veux déclarer une variable counter. J'aurais pu dire qu'elle est de type int et qu'elle vaut 10. Regardez, maintenant, cette syntaxe avec Python 3 fonctionne très bien. Si jamais vous me lancez un environnement d'exécution Python en Python 2,
qui est une vieille version de Python, ces possibilités-là n'étaient pas supportées à cette époque-là. D'accord ? Donc nous, on a un Python moderne, donc maintenant on peut donner une information de type pour que l'utilisateur y comprenne un petit peu mieux ce qu'il va manipuler. Alors vous pourriez me dire oui, mais quand je fais counter égale 10, je vois bien que 10 était une valeur numérique entière. C'est vrai. Mais des fois, ce que vous avez ici, c'est un calcul, pourquoi pas, qui est réalisé par une autre fonction ou je ne sais quoi. Et donc, c'est pas toujours évident de savoir ce que vous affectez ici. Là, c'est clair dans cet exemple précis, mais le fait que input renvoyait une chaîne de caractères, ça, c'était peut-être pas complètement naturel. Donc, j'aurais pu tout à l'heure faire first name. J'aurais pu indiquer au relecteur que c'est une chaîne de caractères et que ça reçoit le résultat de la fonction input. D'accord ? Ben, si vous faites ça, voilà, ben là, l'utilisateur, il aura quelque chose qui sera marqué dans son code. Il sait que first name, a priori, ben, c'est une chaîne de caractères. Alors, vous allez dire pourquoi a priori ? Ben, parce que c'est pas si simple que ça. Il y a la théorie et il y a la pratique. Là, je finis cette chaîne de caractères. Voilà, impeccable. Et regardez, je vais définir une variable que je vais appeler counter. Je vais dire que c'est un entier. Et je vais dire qu'elle vaut bond. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, quand même, il y a un couac dans l'équation. Je dis que je déclare une variable qui, a priori, serait un numérique, et j'y passe quelque chose qui n'a rien à voir avec une valeur numérique. Et là, on serait en droit de se dire, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut savoir que ça ne va pas si bien se passer que ça, de mon point de vue. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une erreur qui soit générée. Parce que le système pourrait être en mesure de déterminer qu'une chaîne de caractères n'est pas un numérique. Là où moi je trouve que ça se passe mal, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Pour lui, c'est OK. Pourquoi ? Parce que cette information-là, elle n'est pas réellement vérifiée. En tout cas, pas par l'environnement d'exécution. On a des outils tierces qu'on pourrait installer et qui pourraient faire des vérifications sur vos codes. Mais de base, d'accord, si vous avez que Python, aucune vérification n'est faite sur ce que je viens de mettre en surbrillance. C'est presque de l'ordre d'un commentaire. D'accord ? C'est comme si, quelque part, dans une certaine mesure, j'avais écrit ça et que j'avais dit ici, sous forme de commentaire, c'est un entier. Voilà, c'est à peu près la même chose. D'accord ? Et donc, lui ne va pas vérifier ni cette affirmation-là, ni celle-ci. Et donc, du coup, ce genre de définitions sont autorisées. Alors, ce n'est pas parce que c'est autorisé qu'il faut le faire. Hein. Si vous donnez une information de type sur qu'est-ce qui est censé manipuler votre variable, dans ce cas-là, jouez le jeu. Hein. Et faites des choses qui sont en cohérence. Parce que sinon, les relecteurs de votre programme ne vont plus rien comprendre. Ou même vous, hein, dans 6 mois, vous reprenez votre programme et vous allez vous dire, mais pourquoi tant de haine ? Et pourquoi je dis ici une chose et que j'ai autre chose à ce niveau-là ? Donc, l'idée de cette information-là, c'est vous aider à mieux comprendre le programme. Mais pour peu que ça aide vraiment. Donc, faites attention. Et si vous injectez des informations de typage, vérifiez bien ce que vous faites. Alors, vous notez que là, si je reviens sur mon programme, pour le moment, il n'y a pas trop de soucis. Regardez bien, j'ai ma coche verte. Ce qui veut dire qu'a priori, tout ce qui a été saisi ici semble respecter les conventions usuelles de développement Python. Notez aussi qu'il n'y a pas d'erreur, ça c'est très bien. Toujours pour rappel, hein, une erreur, ça s'affiche en rouge. Et ça, c'est grave, parce que là, je suis dans l'incapacité la plus absolue de démarrer quoi que ce soit, j'ai une erreur de syntaxe. Bon, très bien. Donc là, a priori, tout va bien. Mais pour autant, si on est un peu curieux, l'outil nous suggère quand même des petites choses. Alors vous allez dire, où est-ce que là, il me suggère quelque chose ? Il faut vraiment être curieux, entre guillemets. Regardez, je vais mettre la souris sur la variable A. À partir du moment où vous mettez la souris sur un nom de variable, et le curseur plus précisément, vous avez une petite ampoule ici qui apparaît. En gros, la petite ampoule, c'est « j'ai une idée ». Là, il vous suggère de faire quelque chose, d'accord ? Mais ce n'est pas quelque chose qui est gênant, c'est quelque chose qu'on pourrait rajouter, mais pour lui, c'est pas primordial, il n'y a pas un non-respect de quoi que ce soit, donc vous pouvez aussi ne pas le faire. D'accord ? C'est pour ça que
par défaut, il n'y a pas de marqueur visuel. Il faut vraiment aller chercher ces informations-là, mais néanmoins, il vous dit, j'ai quand même une idée. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Regardez, j'ai cliqué sur la petite flèche vers le bas, et là, il me dit, ce serait quand même bien de rajouter la petite astuce sur l'information de typage que j'ai au niveau de ma variable A. Après, il faut savoir que PyCharm est intelligent. Si je clique, il a compris que ici, je produisais un entier, donc il me dit, ce serait quand même bien, peut-être, d'indiquer que cette variable, elle est censée contenir un entier. D'accord, c'est pareil ici. Regardez, je mets le curseur. Alors des fois ça marche pas si bien que ça. Donc regardez, je sors, voilà, je me suis remis ailleurs. Je remets le curseur derrière B. Et ça y est, cette fois-ci il apparaît. Donc des fois il faut un peu aller chercher la chose. Mais en tout cas, là, excusez-moi, là je l'avais, donc parfait. Regardez, je remets la souris sur Result. Voilà, là aussi, il sait que A et B sont censés être des entiers. Donc il me dit, moi je peux peut-être vous aider. Et du coup, effectivement, il me rajoute ici l'information de typage. Bon, là, il faut comprendre que mes 4 lignes de code ici sont ultra basiques. Il n'y a aucune complexité. N'importe quel développeur Python qui posera les yeux là-dessus, normalement, il comprend de suite ce qui est fait. Donc, je vous l'accorde, si vous n'aviez pas mis l'information de typage, il n'y avait pas mort d'homme. Mais pour autant, c'est une bonne pratique à mon sens. C'est une bonne habitude de programmation. Et un petit peu à l'instar de ce que PyCharm vous suggère, moi j'ai envie de dire, éventuellement, vous pouvez typer vos variables. D'accord ? Par contre, il faut bien comprendre une dernière petite chose. Comme cette information-là n'est pas vérifiée, si plus tard je fais result égale Toto, d'accord, c'est pas parce que j'avais indiqué lors de sa déclaration que result était un entier que je peux uniquement lui stocker des entiers. D'accord, là, du coup, on est passé sur autre chose. Maintenant, on a une chaîne de caractères. Donc ça n'empêchera jamais ça. Hein. Regardez, je vais jusqu'au bout de ma démonstration, je rajoute un affichage à la fin, je réexécute ces quelques lignes de code, et donc si on regarde ce qui se passe, je vais saisir 3, je vais saisir 7, 3 plus 7 ça fait bien 10, je modifie la variable Toto, quand je réaffiche ça marche. Bon, par contre là il me met quand même un warning. D'accord, lui, l'outil fait quand même une vérification. Je ne sais pas si vous avez vu, il m'a mis un encart à ce niveau-là, un petit peu avec une couleur d'arrière-plan, on va dire, j'allais dire grisé, c'est pas forcément grisé, mais en tout cas on a quelque chose qui nous signale que là ça lui plaît pas trop. Et puis vous avez vu, là vous avez du jaune, hein, c'est un warning un peu plus important que le gris, d'accord. Et c'est quoi son problème? C'est que a priori on avait demandé à ce que la variable soit typée int, sauf qu'il a récupéré une chaîne de caractères, donc il vous dit quand même que ça lui plaît pas. Mais même si ça lui plaît pas, par contre, le programme, j'arrive à l'exécuter et tout fonctionne correctement. Mais au moins, ça vous contrôle un petit peu aussi. Ça vous permet d'éviter de faire des bêtises. Si vous aviez dit qu'une variable à un instant T, c'était un numérique, là, après, il vérifie quand même si vous avez respecté cette règle-là. Mais ça reste de l'ordre du warning. Ça n'empêchera pas l'exécution du programme. Oui, warning, avertissement, hein, au cas où c'était le même concept. Tout à l'heure, je parlais d'avertissement, là, je parle de warning, mais c'est la même chose. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur ces informations de typage que je peux rajouter au niveau de mes variables. Oui, peut-être une dernière petite information. Tout à l'heure, j'avais tapé quelque chose quand j'étais en mode interactif. Et puis à un moment donné, je me suis repris. Je ne sais pas si vous aviez fait attention, mais à un moment donné, j'avais quelque chose qui était plutôt saisi comme ça. Pourquoi pas? Regardez. Et je me suis repris, j'étais en train de taper ça et je suis revenu enlever mon blanc à ce niveau-là. D'accord? Ça c'était rien, c'était encore une fois par rapport à la fameuse PEP 8. Regardez, là je viens de mettre un blanc. Vous voyez, l'éditeur me dit bien que relativement par rapport au standard de codage usuel, normalement il n'y a pas de blanc avant le 2 points pour indiquer l'information de typage. D'accord. C'est pour ça que je m'étais aperçu que j'avais fait une petite bêtise, même si là, il n'y a aucune vérification. D'accord. Je savais que ce n'était pas un bon conseil à vous donner, donc j'avais pris soin de me corriger. Donc ne me mettez pas de blanc à ce niveau-là. Par contre, regardez, c'est subtil, mais normalement, la PEP 8 dit que par contre, il doit y avoir un blanc à droite. Il ne doit pas y en avoir à gauche, mais il doit y en avoir à droite. Et là, vous voyez, on a encore un problème de PEP 8, et donc il me manque un blanc, mais cette fois-ci, after.
le 2 points. D'accord, donc si vous voulez éviter d'avoir des warnings relatifs à la PEP 8, d'accord, essayez de respecter les règles par rapport à ce point-là. Bon, voilà pour ces informations de typage. Et pour clore cette présentation sur les variables, j'aimerais attirer votre attention sur un dernier truc. Ici, j'aurais pu dire A égale 3, B égale 7, et puis pourquoi pas faire somme égale A plus B. Pourquoi pas? Si je fais un print de somme, ma somme c'est 10. D'accord? Donc là j'ai créé une variable. Bon, je n'ai pas donné d'information de typage, mais on se doute que c'était un entier. Et ma somme vaut A plus B, donc le programme en tout cas semble fonctionner correctement. Sauf que là j'ai fait une très grosse bêtise. Et le problème c'est que ça n'apparaît pas forcément. D'accord? Et heureusement encore une fois, on utilise PyCharm. Si vous êtes dans un script, dans un programme, il va pouvoir vous dire qu'il y a un souci. Regardez, je change mon code, d'accord? J'enlève ces deux bêtises là, voilà, ça c'est fini. Et ici, je remets ce nom de variable. Voilà. Bon, là, il est en train de me dire qu'il y a un problème. Alors, à mon sens, ça aurait dû être une erreur. Moi, j'aurais été l'auteur du langage, moi, j'aurais interdit ce genre de choses-là parce que c'est trop dangereux. Il s'avère que ce n'est pas le cas. Il s'avère que c'est possible. Donc c'est pour ça que je vous alerte, parce que si on avait produit une erreur de compilation, vous auriez été obligé de ne pas le faire. Donc le problème était réglé. Le souci, c'est qu'on peut faire ce genre de choses-là, et donc même si je le relance ici, ça va très bien marcher. Encore une fois, 3 plus 7, pourquoi pas, ça fait toujours 10. C'est très bien. Sauf que, pourquoi il me crie dessus ici? Parce que là, il me parle du fait d'avoir caché quelque chose. D'accord? En gros, j'ai écrasé quelque chose qui existait déjà. Sum, en vérité, c'est quelque chose qui est built-in, qui est fourni de base dans Python. Et moi, je viens de casser la chose qui m'est fournie de base et je viens de le remplacer par toute autre chose. D'accord? Alors vous allez me dire, oui, mais comment on faisait pour savoir ça? C'est pas forcément évident. Quand on débute, on ne connaît pas toutes les fonctions qui sont prédéfinies. Mais qu'est-ce qu'on a comme fonction de prédéfinie? Par exemple, on a print, on a input, on a plein d'autres choses. Tout ça, ce sont des fonctions qui existent de base. D'accord? Si jamais vous créez une variable qui a le même nom que quelque chose qui existe de base, ça pourrait être légèrement embêtant. Du genre... Là, je vais casser mon environnement interactif. Il ne va pas être bien une fois que j'aurai fait la manip. Mais si là, je fais print égale 10, mince, il vient de l'accepter. Mais du coup, vous l'aurez compris, j'ai plus de fonction d'affichage, vu que maintenant, ma fonction d'affichage, en vérité, c'est un entier. J'ai cassé mon print. D'accord? Donc du coup, j'ai perdu la possibilité de faire un affichage sur la console. Donc si jamais j'essaye dans mon programme plus tard de refaire un print OK, ça ne marche plus. Il me dit que print, je ne peux pas l'appeler, je ne peux pas mettre les parenthèses là pour appeler ma fonction. Il me dit il est not callable. D'accord? Parce que print, ce n'est plus une fonction. C'est devenu quoi? C'est devenu un entier. Et il vous dit, voilà, le int là, je ne peux pas mettre des parenthèses derrière, c'est juste pas possible. Je viens d'écraser un nom de fonction qui était prédéfini, d'accord, dans mon environnement Python. Là, c'est à peu près la même chose. Je viens de cracher une fonction qui existe déjà et qui s'appelle sum. Alors, si vous avez craché votre environnement interactif, c'est pas si grave. Au pire, vous en redémarrez un, c'est-à-dire que vous l'arrêtez et vous redémarrez un nouvel environnement. On va revérifier. Je viens de redémarrer quelque chose de tout neuf. Il n'y a plus de fonctions, plus de variables, excusez-moi. Notez que les variables ici ont disparu. D'accord? Et donc ici, si je refais un print OK, bon, ouf, on a rétabli les choses et donc j'ai récupéré mon print. Très bien. Maintenant, on verra plus tard. Ça, vous me faites confiance. Ce n'est pas le moment trop d'en parler, mais c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que j'avais cassé. Là, ce que j'ai, c'est une liste. Une liste, c'est comme un tableau, c'est un ensemble de valeurs. Ma liste, elle contient 3 valeurs, 10, 20 et 30. On reparlera des listes un petit peu plus tard. La première valeur que j'ai dans ma liste, à la position 0, vous voyez, c'est 10. Voilà. J'ai un ensemble de valeurs. Ce que je peux faire, c'est calculer la somme de toutes les valeurs comprises dans mon ensemble L, dans ma liste.
Donc ça fait 60. Bah oui, 10 plus 20 plus 30, ça calcule bien 60. Le compte est bon. Mais quand tout à l'heure j'ai fait somme qui était égale à A plus B, bon je vais remplacer, je vais mettre 3 plus 7, du coup je viens de casser la fonction somme. Donc si quelqu'un par la suite essaye de calculer la somme des données présentes dans la liste, toujours pareil, ça ne marche plus. D'accord? Donc il faut faire attention parce qu'il y a des choses qui sont prédéfinies dans Python et qu'il faudrait voir de ne pas perdre. Alors tel quel, là j'ai un peu de mal à vous lister les choses qui sont prédéfinies. Quand on parle de choses prédéfinies, on sous-entend des built-ins, éléments, que ce soit des fonctions ou des variables. D'accord? J'ai quand même un moyen de vous le montrer. Ce que je tape là, normalement, c'est inutile. Les built-ins sont chargés par défaut. Print, vous n'avez jamais rien eu besoin de faire pour y avoir accès. Input, c'est pareil. Sum aussi, je viens de l'utiliser. Mais pour autant, si vous faites un import à ce niveau-là de built-ins pour charger le module built-ins, alors il est déjà chargé. Mais si je fais ça, je me redonne un accès à un préfixe qui maintenant s'appellera built-ins. Et du coup, je peux faire un dir sur built-ins. Voilà, c'était juste pour pouvoir faire ça. Et ça, c'était à titre de curiosité. Là, vous avez la liste de tout ce qui est prédéfini de base. Alors, vous allez me dire, oui, mais il faut jouer avec l'ascenseur. Là, vous pouvez forcer un word wrap pour passer les choses à la ligne. D'accord? Donc, j'ai activé le word wrap en soft. Bon, ça c'est point de détail, mais du coup, voici tous les éléments que j'ai de prédéfinis dans mon Python. Toutes ces choses-là sont accessibles directement sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. D'accord? Si on regarde un petit peu, on y retrouve quelques éléments qu'on connaît. On a vu qu'il y avait le type int, d'accord, avec la possibilité de l'utiliser pour faire des conversions. C'est ce qu'on avait fait ici dans notre programme en faisant ce genre de choses-là. Int était bien prédéfini à ce niveau-là. On a vu tout à l'heure qu'on avait des str pour les chaînes de caractères. Bon, regardez, ça tombe bien, on a le str qui est ici. Depuis le début des tutos, là, je vous parle assez souvent de print pour faire des affichages, ou de input pour pouvoir faire des saisies à partir du clavier. D'accord? Notez que toutes ces choses-là sont définies à ce niveau-là. D'accord? On vient de parler de sum il y a quelques secondes. On le retrouve à ce niveau-là. Tout ça, ce sont des éléments, d'accord, qui sont prédéfinis. Alors, il y a différentes natures de choses. C'est pour ça que je dis éléments, parce que tout n'est pas fonction. Mais on a soit des fonctions, soit d'autres types de choses. Mais dans tous les cas, ces noms-là, il faut absolument éviter de les casser. D'accord? Et donc, conseil aussi que je vous donne, dans les choix des noms des variables que vous allez définir dans votre programme, à minima, évitez-moi les noms qui sont là. Voilà, presque ça vaudrait le coup de les apprendre par cœur, même si on ne sait pas encore exactement à quoi correspondent tous ces éléments-là, mais comme ça pourrait être dangereux de les modifier, le mieux ce serait de les connaître. Je vous rassure, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les différents tutos, on va maîtriser de plus en plus de choses, et donc on évitera ce genre de bêtises. Voilà, mais donc voici tous les noms qu'il faudrait mieux voir d'éviter de casser, de remplacer lors de la définition de vos variables. Bon, je pense que l'essentiel est dit sur ces noms de variables, sur ces variables. Maintenant, il est temps pour vous de vous entraîner. Hein. Donc, je vous rappelle, tout ce que je vous ai raconté là, vous le retrouvez dans la vidéo que vous pourrez relire autant de fois que nécessaire, mais vous le retrouvez aussi au niveau de mon site. Hein. Si vous allez sur cours.fr, si vous allez dans la filière Python, et si vous allez sur le tuto, on était en train de dérouler ce chapitre, déclaration de variables. Voilà, donc vous retrouverez toutes les informations que je viens de vous présenter. Notez aussi qu'on a quelques TP qui vous sont proposés ici, donc il est temps que vous vous entraîniez un petit peu. Donc je vous laisse éventuellement regarder les énoncés des TP et essayer de me faire les petits programmes qui sont là. Il y a les corrections qui suivent derrière, mais évitez de voir les corrections avant d'avoir fini, avant d'avoir au moins essayé de mettre en œuvre ces choses vous-même. Voilà. Donc je vous souhaite bon courage pour tout ça, et puis je vous dis à très vite pour le tuto suivant. Le tuto suivant, on va s'intéresser au type int. On vient de voir, on avait des possibilités de déclarer des variables numériques entières. On va essayer de mieux comprendre toutes les possibilités qui nous sont offertes au travers de ces entiers. Ça c'est pour le prochain tuto. Donc je vous remercie de votre attention. Si le tuto vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre le petit pouce bleu, à repartager, à communiquer dessus. Merci par avance. Et puis à très vite pour la suite.
Ah bye, à bientôt.